Alors, c'est un patient de 36 ans, chez qui on a découvert une CMD, en dysfonction VG à 45. Et c'est un patient qui est quand même, il n'est pas très symptomatique. Il m'a dit qu'il monte les, 4 étages, 5 étages jusqu'au 7e étage, là où il est essoufflé. Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit, en tout cas, je viens de lui poser la question. Tous les CMD, hein, à partir de là. Alors il a une IM, que son cardiologue, a jugée, moyenne. Et elle se pose la question de, et qui fait quoi? Est-ce que c'est l'IM qui est responsable de la CMD ou c'est le CMD qui a donné l'IM? Voilà. La conduite à tenir. Merci. Allez, c'est parti. Alors, de nouveau une IM, qu'on va faire comme on a appris, hein, on va regarder les lésions. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un feuillet postérieur qui a l'air plutôt normal, pas très long, mais pas malade, pas épais, pas petit, pas mesuré, c'est un petit peu reste normal. On voit un feuillet antérieur qui a l'air un peu long et surtout un peu épais, mais de façon assez localisée. Peau 2 à 2, impression de voir quelque chose, et puis de temps en temps, l'impression de voir passer quelque chose sous la malle. On va quand même se diriger vers une lième primitive. Mais une lième, hein, on n'a pas mis la couleur. Qui est pas d'épaisse, voilà. Donc là déjà, un feuillet qui est à 36, donc ça c'est donné, même si le monsieur est un homme et grand, il y a quand même un excès de tissu, avec un épaississement du corps et de l'extrémité à 2. On en profite pour mesurer l'anneau. Voilà, 42, donc dilaté. On va faire aussi le rapport là. Un ventricule gauche qui a l'air visuellement un petit peu dilaté, avec un septum basal qui est un petit peu aminci et hypokinétrique. Là, une valve aortique qui est peut-être normale. La chose passe. Être un peu haut, là, pas surestimer, ça va être important pour le débit, hein. Voilà, une grande différence entre ma première et ma deuxième mesure, hein. On va faire une troisième, et être haut et d'être productif. 24, entre les deux, 22, 26 et 24. Là, un petit peu d'heure pour voir s'il y a quelque chose sur la valve aortique. Non, il n'y a rien. Garde l'aorte aussi, parce que comme on est dans le cadre de peut-être une maladie du tissu élastique, on va quand même vérifier qu'il n'y ait pas d'anévrisme de l'aorte associée. Il n'y en a pas, ni de piqûre, il n'y en a pas non plus. On s'attend au même jet. Oui, on s'attend au même jet. Alors, mais probablement pas pour les mêmes raisons. Alors là, quand on prend la valve en petit axe, on a aussi l'impression que le feuillet antérieur était un petit peu épaissi, un petit peu malade. On va quand même essayer de s'acharner à trouver un vrai prolapsus et ou un cordage rompu. C'est ça qui nous a changé la vie pour obtenir des coupes qu'on ne pouvait pas avoir avant, ou en tout cas, on pouvait les avoir, mais on ne savait pas comment on arrivait à les avoir et on n'arrivait pas à les nommer, les identifier, on ne savait pas où on était en fait en 2D. Quand on sortait des coupes standards, il y avait quand même un certain degré d'imprécision sur où est-ce qu'on coupait la structure, alors une valve ou autre chose, hein. Et le piplan, enfin le multiplan et le piplan plus particulièrement, nous permet de savoir exactement où est-ce qu'on coupe et de couper de façon perpendiculaire à un anneau, à un feuillet, enfin à ce que vous voulez, à l'aorte, au ventricule gauche, en étant sûr. Ben, l'idée, vous êtes au bout de balle. Voilà. Pour l'URM, le principe c'est ça. Et le petit tag, voilà, bon endroit. Exact. Voilà, ça c'est le principe de la mesure de la surface dans l'ERM. Donc il pourrait être un tout petit peu plus utile, hein. Mais je coupe un orifice vraiment de façon orthogonale, alors qu'en 2D, je vais faire ça, et je vais balayer de l'épaule droite au pied gauche, et ça reste chose empirique. Je tourne un peu comme ci ou un peu comme ça, je modifie l'anatomie de mon orifice et la façon dont je vais le couper. Alors qu'avec le biplan, j'ai des mesures très précises et justes. On peut avoir l'impression que la lésion se situe sur A2, et quand on balaye et qu'on va un petit peu vers la région 1B1, on a l'impression que la lésion se prolonge. Là,
On a du mal à identifier le cordage rompu, mais on a l'impression quand même qu'il y en a un. Là, Et... Ah, balayette, des copies sur un autre. Ouais. là, on a l'impression d'être sur la zone. Effectivement, il y a un décalage de la coaptation avec un feuillet antérieur qui se collapse dans l'OG et un feuillet postérieur qui reste là où il est censé être. Et des lésions qui sont très localisées. Hein. Et on voit l'épaississement et on voit peut-être ce qui peut être un petit bordage ou en tout cas une zone qui est un peu plus malade. Donc on va mettre la couleur. Et effectivement, Non, c'est ce que disait Eric tout à l'heure. Peut-être qu'on va se retrouver avec le spectre tout à l'heure. eh bien oui, parce que c'est l'inverse. Prolapsus. Exactement. Tu peux me rappeler le terme de pseudoprolapsus, s'il te plaît? Mais le point de coaptation du feuillet que tu penses être prolabé, c'est que il descend pas en dessous de l'anneau. C'est un prolapsus relatif, qu'est-ce que vers là. Là, il n'y a pas de restriction. Il n'est pas très long, mais il n'y a pas de restriction organique. Après, il faut faire attention. Il y a plein de pièges. Et en particulier, quand vous avez une valse prolab, vous pouvez toujours avoir l'impression que l'autre est un peu restrictive parce qu'elle a plus d'appui. Il faut faire attention à ça aussi. On n'a pas à se tromballer dromite. Le soir, mais là, on a une direction homogène. C'est possible parce que le ventricule gauche est dilaté. On reste toujours attaché à la distance de 2 mm entre l'anneau et le passant de l'anneau. Mais la balle, tu peux Le cours de la valse. oui, c'est Partir tes holosystoliques avant, mais peut-être ouais, elle doit être un peu stagnée. L'origine n'est pas parfaitement clean. Là, on n'est pas cette. C'est cool. Elle est holosystolique, mais à renforcement télésystolique. Donc, est-ce qu'on va pouvoir se servir de la zone de convergence pour estimer la télérité? Oui, partiellement, parce qu'elle est holo, mais ça ne sera pas parfaitement juste. Donc, quand même, il y a un renfort télésystolique. Je suis d'accord qu'on peut quand même faire passer le message de les travaux. Et proposer au sommet de l'OMT contemporaine de la maison était contemporaine. D'accord. Donc là, je suis en télésystole. Au moment, donc là, continue de permettre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder le temps après le pied du QRS pour savoir si on est au même endroit. Sur la morpho du. Oui. Fin de montée. Oui. Je pense que c'est peut-être un peu. Non, je n'ai pas le temps. On vient RR, mais ça doit bien l'acter hein, après, juste après l'onglet. Hop. Il y a 376 millisecondes. Et donc, on va faire pareil. Doppler continue. Vous allez repérer le sommet de votre IM. Vous voyez, en même temps, je vais chercher. Attention, parce que tant qu'on ne dépasse pas les 5 mètres secondes, c'est probablement qu'on n'est pas parfaitement aligné. Vous avez un pic. De faire les habits pour avoir une. Pas besoin de 2 paramètres. Besoin du rayon. Max. Et de la vitesse d'aliasing. En fait, vous avez une inconnue, c'est comme l'équation de continuité, hein, c'est un peu le même principe. Hein, vous avez une inconnue et 3 connues. Les 3 connues, c'est le rayon de votre zone de convergence, tant est qu'elle soit hémisphérique. La vitesse d'aliasing que vous avez pré-réglée entre 15 et 40. Alors, en fonction de si c'est une IM, une OA unité, on va être un peu plus bas pour les IT et les IA et un peu seul pour les IN. Et puis, le pic de vitesse, enfin l'ITV en centimètres et le pic de vitesse de votre IM, ça, c'est vos 3 paramètres connus. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce que tu essaies de faire maintenant, c'est essayer
de prendre un type de concordant avec pic de vitesse et l'image où tu as calculé le rayon. C'est ça, mais voilà, il faut que tu as pris, Christelle me remonte sur le but à peu près du billet. Oui, c'était 576 millisecondes. Je l'ai pris, mais je vais me retrouver. On reprend une quand même, hein, parce que je suis un peu déçu. Alors après, on peut discuter. Hein. Je pourrais me mettre plus bas. Hop, c'est celui-là. Est-ce que je pourrais pas me mettre un peu plus loin? La difficulté, est-ce que je pourrais pas me mettre ici? C'est à peu près la même chose. J'ai un peu sous-estimé la fois d'avant. Le combien de pic que j'avais pris, c'était 576 millisecondes. Hein. Il a le pic de mon IM, si on veut le prendre d'avant-droit. Peut-être un peu. Ouais, donc j'avais pris du pied du QRS. Il y a 576 millisecondes. Il passe quand tu penses que le rayon pizza, il est article. Là, du coup, au sommet de l'IM, il faut sûrement aller chercher un rayon pizza plutôt. Là, tu es à 576. Ouais. Mais c'était de passant, hein, parce que là, c'est pas possible en fait, ce que je viens de mesurer. Ouais. Autant pour moi. Ouais, ça me paraissait stylé. On n'était plus dans l'IM là. Non. Une 376, ça reste un peu tardif. Pour le sommet, probablement, on a dit qu'un. Voilà. Exactement. C'est-à-dire, j'ai pris mon rayon maximal très tard. Parce que c'était le plus gros et le plus joli, forcément. Je vais prendre le plus gros et le plus joli. Mais hémodynamiquement, ça va être faux, puisque vous allez prendre la Vmax à un autre moment. Ça sera discordant dans le temps. Donc, je peux essayer d'aller chercher mon rayon maximal. Alors, j'aurais dû prendre le pic de l'IM, le temps du pic de l'IM en Doppler continu. Et mesurer, mon pic. Ah ben ça, on va pas lire bien un vie, voilà, c'est très important. 274. Message qui est très important avec lequel on doit sortir d'ici, encore avec des IBF, c'est que quand vous voulez évaluer une tension vitale, assurez-vous qu'elle est holosystolique. Si elle n'est pas holosystolique, essayez de trouver d'autres moyens de. Et surtout, assurez-vous que soit elle est ou de la systole, ou de rayon et d'abord. Et si elle est stable, faut que je la prenne ici. et le rayon. Voilà, je dois la prendre ici. Mon rayon maximal, je dois le prendre à peu près ici. Et le problème, c'est que la géométrie fait que, à ce moment-là, mon image n'est pas aussi jolie. Je dois le prendre au pic de longté. Voilà. Et là, je suis concomitante de ce que j'ai mesuré comme Vmax, du moment où j'ai mesuré ma Vmax. Et c'est à peu près la même chose. Voilà, donc les lésions. Mais il sort croiser les deux, c'est ça? Bah oui, on est un peu déçus. Hein. On a 27 quand même. 27 mm², 44, mais parce que j'ai gardé mes mesures, faudrait que j'exclue ces deux-là. Donc on est autour de 0,2. Mais... Voilà, je peux exclure valeur, par exemple. Ça, je peux faire. Exclure valeur. Et ça va me donner 21 et 35. Plutôt un grade 2. Voilà, évidemment, on va aller la chercher dans d'autres incidences. Hein, parce qu'on a quand même le sentiment que le ventricule gauche est dilaté. Et donc, on va essayer de s'acharner à trouver une IM sévère. En tricher, évidemment, mais l'enjeu, il est très important parce que si c'est une IM sévère avec un retentissement ventriculaire gauche, mais cette partie-là du septum, elle est quand même pas normale. Hein. Il y a quelque chose qui va... qui n'est pas... Il y a une atteinte myocardique... primitive. Ouais, primitive et ça peut pas être une IM ischémique parce que pour le coup, ça correspond pas en termes de territoire. Il faudrait qu'il y ait une anomalie segmentaire ici. Là, on a une anomalie segmentaire au niveau de la partie basale du septum, antéro-septale, très très loin du feuillet postérieur et d'une éventuelle restriction postérieure qui donnerait un faux prolapsus antérieur. On a deux choses. Voilà, donc là, on a fait un peu le tour. On jette un petit coup d'œil sur la tricus pour être positif et puis profiter de toutes les vues
ou les abords thoraciques pour bien regarder la valve tricuspide. Hein. Vous voyez que à cet endroit, pour une unité que je voulais attendu pas où il reste un instant comme c'était. Hein. Donc, et le rayon, le faisceau d'extraction a juste traversé la paroi antérieure de comment tomber sur là. Et là où il y a le moins d'atténuation, paf, le faisceau il tombe directement. Alors que quand vous êtes en traversé, elle atténue. C'est le même principe en ETO. Pour avoir des belles vues tricuspides, il faut éliminer l'oreillette gauche. Et donc, du coup, il faut aller très profond dans l'œsophage, à la limite de l'estomac. Et là, vous avez des filtrations qui arrivent de façon tout à fait verticale par rapport à votre valve tricuspide. Alors, pour revenir à la question, la question c'était est-ce que l'INL cognitive was grande? On est un peu embêté pour l'instant. Hein. Oui, mais on a répondu en grande partie, non. On sait que l'IN n'est pas présent. Il y a très probablement atteinte myocardique. Mais il y a quand même des lésions valvulaires. Des lésions. Voilà, l'anatomie de cette valve, elle n'est pas complètement normale. Là, on le voit encore plus. Il a un très grand feuillet antérieur, un petit feuillet postérieur. Ici, on ne voit pas de prolapsus. On va essayer de chercher viscérale. Regardez, alors voilà, là, il y a quelque chose qu'on n'avait pas mis en évidence à parasternal. Il y a une anomalie myocardique aussi inféro-basale, qui est assez limitée, qui est réelle en fait. Hein, quand vous regardez la paroi, elle est amincie, elle est remodelée. Et donc, peut-être qu'on a affaire à une fausse IM primitive par prolapsus et à une IM ischémique. Enfin, le type ischémique, en tout cas, fonctionnel asymétrique. Donc, l'origine est centrale, ça, on l'avait déterminé. Et donné que PMC. Ça fait passer une pizza magnifique. Ouais. Elle était magnifique. J'essaie de la voir, de ne pas couper la valve, parce que là, j'ai l'impression de ne pas avoir le sommet de la coaptation. Comme parfois, quand il y a un petit editing, le sommet n'est pas... Après, je suis en bicomie sur Anne, donc ma zone de convergence, théoriquement, si je ne peux pas la prendre, je devrais me mettre en longue axe. En fait, je vais me mettre comme ça. Oui. Là, sur ces incidences-là, on a quand même l'impression que c'est plutôt une IEP ischémique. T'as vu, il y a un degré de pression. On l'avait un peu sur la Mais l'impression qu'on avait sur la parasternale, c'est que le feuillet antérieur était épaissi. Et en fait, ici, en apical, on ne l'a pas du tout, cette impression-là. Tout l'intérêt de multiplier les vues, hein, et vous avez le droit de changer d'avis entre le début et la fin de l'examen. C'est l'intérêt de faire un examen complet. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Eric, il ne faut pas se précipiter. Donc là, on a quand même un bon centimètre. Alors, bon, c'est le même problème que tout à l'heure. Hein. Il faudrait qu'on regarde... Elle se comporte quand même comme une IM ischémique. Hein. Ce qui ne veut pas dire, même si le primum movens c'était une cardiopathie myocardique, il ne faut pas corriger l'IM. Et qu'elle n'aggrave pas la cardiopathie. Parce qu'après, peut-être c'est l'œuf, mais peut-être que l'œuf, ensuite, est responsable de l'aggravation, en tout cas des symptômes. S'il monte cet étage, ça n'a pas l'air évident. On tombe à peu près sur les mêmes... là, on est à 26 et 40 avec la petite surestimation qui est liée au fait qu'on a pris la plus grosse zone de convergence. Mais voilà, il n'y a pas de prolapsus. Là, on voit quand même beaucoup mieux l'anatomie de la valve antérieure. Il n'y a pas de vrai prolapsus. Il n'y a pas de rupture de cordage. Il y a un aspect un petit peu rétracté, de restriction de l'appareil sous-valvulaire. L'aspect un peu en double contour là, du feuillet antérieur. En fait, il n'y a pas de lésion valvulaire du feuillet. Là, ça a de sévérité et ça passe sur des fils de et un même régurgitant
c'est devenu relativement universel, quel que soit le régime de l'IEP. Normalement, une époque est très, voilà, où c'est jusqu'à 0,2, on a été à 45 000. Alors, est-ce vrai dans les bas débits? Vous avez des VG dilatés en bas débit, 45 ml, ça va pas représenter largement une fraction à plus de 50%. Faites attention à ça. Voyez la différence? Volume réglementé et une fraction. Mais pas c'est quand vous avez pas des fois 30 ml. Le Goldstone. Et attention, est-ce qu'on a pas de gaffe. Ça, c'est très important parce que la fraction de régurgitation dans l'IM secondaire, elle nous permet de pondérer votre IM par votre ventricule gauche. C'est-à-dire qu'un ventricule gauche de X millilitres qui éjecte tant et qui a tant d'FEVG ne va pas supporter une IM de tant de millilitres, même si, en termes de volume, elle n'est pas sévère en termes de valeur absolue. Mais pour ce ventricule gauche-là, elle est sévère. Ou en tout cas, sa correction va améliorer le patient. C'est une autre façon de raisonner. En fait, on raisonne à l'inverse. C'est plus est-ce qu'elle est sévère, c'est est-ce que le fait de la corriger, de faire quelque chose pour la diminuer, va aider les gens. On avait 17 ans, si j'ai bien retenu. D'ITP mitral. Alors, pas d'onde A. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est un petit peu rapide et qu'elle est, elle est avalée, mais il n'a pas d'onde A. Voilà, 17 et 15. Ça doit faire 1,1, 1,2. Qui est plutôt cohérent jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le ventricule. Là, il y a vraiment des trucs de la cinétique segmentaire qui évoquent la ligne droite, qui sont évidents. en premier, que gros sec, c'est le chemin du moitié. Il nous manque un petit bout d'apex. C'est voilà, un peu plus dans les selles. Vous voyez, là, on pourrait croire qu'on est content et on a notre ventricule en entier. Et en fait, en descendant de 1 voire 2 espaces intercostaux en dessous de l'aisselle, on va avoir notre apex. Particulièrement dans les ventricules gauches un peu dilatés, puisque ça va se dilater vers le bas. L'apex ne va pas forcément être dans le prolongement de reste du ventricule. Terrible. Aussi. Là, c'est vrai qu'on ne sera pas surpris de retrouver du rehaussement tardif dans ces régions-là. Après, la distribution du rehaussement va vous orienter vers le régime ischémique ou post-myocardite, parce que c'est aussi un diagnostic à évoquer chez le sujet jeune. Les myocardites, c'est quel de myocardite qui peuvent être aussi segmentaires. Voilà, on va faire les 3. On peut dire ici qu'il y a une cohérence de territoire. Tu crains? Ça fait que... Il y a une part de dilatation de l'anneau aussi dans son IM. Les IM-là, elles sont rarement exclusives. Il y a souvent un petit peu de type 1 ajouté, ce qui est normal. Ouais. Dans la caricature, plutôt, on va avoir un anneau dilaté quand les VV de 60. Comme vous voyez, 14, je vais pas montrer. C'est gros que ça, c'est tout. Il est assez grand, assez moche. Il y a une cheveux, donc on va considérer qu'il a 8 à 2 mètres carrés de surface corporelle. Une 114, ça lui fait du 50 ml par mètre carré, 50 fois 35. Voilà, à droite, alors le ventricule droit, pas de la balade, mais il n'est pas complètement normal non plus. On regarde l'apex de la paroi libre.
quand même l'impression, alors avec toutes les réserves qui sont liées aux trabéculations, mais si vous allez vraiment très profondément dans les selles pour essayer de bien distinguer cette paroi libre, c'est pas parfait. Avec un petit anneau, une petite cuspide, droite pas très dilatée. On ira avoir le fluide pulmonaire ou d'autres incidences pour essayer d'avoir la vue. Mais le ventricule droit n'est pas normal. Je ne sais pas si je peux sur vous montrer. Ah, mais il n'est pas normal. Il y a des zones hypotoniques. Voilà, vous voyez l'anatomie du ventricule droit. Vous voyez pourquoi le Simpson n'est pas applicable. C'est un triangle étal pour le plan sagittal. Bon, je vais faire une petite. Voilà, qu'est-ce qui nous manque? De faire les volumes simplement. Quand même dans les veines pulmonaires. Vous voyez le jet, comme il fait tout le tour de l'oreillette. Probablement avoir dans les veines pulmonaires un peu sélectif. De nouveau lenting span. Là voilà. Là les Doppler pulsés à l'anneau, sur l'anneau septal, ils vont être faux, puisqu'on a une séquelle de nécrose. Ils vont être faux, ils vont être abaissés en tout cas. On ne va pas s'en servir. Avec une onde S qui est très basse, bizarrement, dans le cas des pastilles de mauvaise eau. On l'a pas fait encore. Ouais. Il nous manquait l'idée de l'avoir dans d'autres. Je te pense. Elle est toute petite. Tu as sous côté. Alors, elle est vraiment microscopique. Elle est vraiment microscopique. C'est que... Rester en vue. Et les petites, on peut aussi baisser un peu la vitesse pour essayer d'avoir. Il y a... On va essayer en parasternal. On peut peine clipper. Oui, ça va finir. Parasternal, je vais dire rien. Et puis déjection pulmonaire. NP. On a ça la folie. Oui, c'est ça, probablement. Ouais, t'as une idée. Ouais, il est plutôt facile. De rassurance. Avec un pied qui est intervenu. Il est même beaucoup. Et Lisbonne, c'est des temps pour voir en général dans des presses mal. Parce que ça, c'est bien dans ce temps. Quand le temps est court, c'est plus ou moins discret. Oh, mais bon. Rassurant. Bon. C'est vrai que si on revient sur notre petit axe de balle, en mid-ventricule, on a l'impression que la paroi inférieure, elle est un peu plate. Et si on se met sur la base, en fait, la paroi inférieure basale, elle est complètement plate. Et donc, du coup, on est déjà attiré par cette anomalie de géométrie ventriculaire gauche, et du coup responsable de l'IM ischémique, puisqu'elle vient tirer sur l'IE postérieur. Après, il y a la théorie de la part organique de l'IM ischémique, le défaut de l'adaptation du feuillet postérieur qui devrait être capable de pousser pour
passer la restriction. Et effectivement, quand on voit des IM ischémiques vieillis, elles se transforment en authentiques IM organiques avec des feuillets postérieurs qui sont tout petits, irrités, voire même calcifiés. Mais à la base, c'était des IM ischémiques. Voilà, il ne reste plus que la fonction ventriculaire gauche et puis ce strom. Et aussi, mais on est très étonné. Enfin, une stick. Ouais, bon. Vous avez quel âge, monsieur? 6 ans. Vous fumez? Non, pas de tabac. Bon, allez, on n'est pas très content pour voir qu'il faut mettre aujourd'hui. Ça va aussi vite à la main, hein. Dans ton pensée, Eric. C'est pas vrai. Lundi. Allez, ça fait Biplan, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me donne même pas la réponse. Peut-être pour où est le Biplan? Elle n'a pas donné, parce qu'il faut que j'approuve. J'approuve. Approuvé. On n'a pas la réponse. Mais il n'a pas mis le si là, les feux, bon, on va le faire moitié ceci. Ma panne c'était 42, 42, il était effectivement. ouais, t'as mal, c'est pas un 2, on doit être proche de 50, quoi. Donc, en résumé, on a des anomalies stylistiques segmentaires qui nous ont pas sauté aux yeux. Hop. C'est au début de l'examen. Parce que, comme on est prédéterminé chez un jeune homme de 36 ans qui a une valve antérieure un peu longue et un peu épaisse, on avait envie de trouver un prolapsus qu'on n'a pas trouvé. Et finalement, on a bien mieux regardé le ventricule gauche et on a vu des troubles de cinétique segmentaire assez flagrants, notamment par voie apicale, avec un amincissement pariétal segmentaire. Déjà un peu de remodelage, pas d'anévrisme, mais un peu de remodelage négatif. Et pour une IM que finalement on peut qualifier de ischémique, c'est-à-dire une IM restrictive, secondaire à un remodelage ventriculaire gauche régional, qui peut à terme devenir un petit peu organique avec ce feuillet postérieur qui a tendance à involuer, ou en tout cas à ne pas compenser la perte de coaptation. Une IM qui est côté crateux, plutôt dans le milieu du crateux, mais crateux, sort entre 20 et 25 mm², un volume régurgitant à 30 ml, un débit qui est conservé, une FEVG qui est peut-être discrètement altérée, entre 45 et 50%. Pas d'atteinte du cœur droit, on n'a pas fait les paramètres de fonction droite longitudinale, mais une atteinte du cœur droit, ventricule droit qui paraît dilaté avec peut-être des anomalies segmentaires, irait bien avec une droite, peut-être une extension VD. Voilà, des pressions de remplissage plutôt élevées avec l'IM, il est restrictif, moi je trouverais, mais après j'ai pas fait les rapports sur prime. Voilà, il vous reste 2 passeurs, les amis, pour clore cet atelier. Stara, tu es là? On fait un tout petit peu. Voilà. Et Ça va, vous êtes bien installé, tiens, fait un peu une ok. Alors, c'est un patient hypertendu diabétique, âgé de 70 ans, et qui avait fait un AVC ischémique sur sténose occlusive de la carotide interne droite, qui a bénéficié d'une endartérectomie, qui a fait un infarctus avec une angioplastie, Je ne vois pas bien. Presque c'était une angioplastie. écho, une IM grade 3 à 4. Okay. Donc voilà, et de l'HTAP. Son cardiologue demande est-ce que faire un écho d'effort pour évaluer cette IM. Donc, je vous laisse regarder un tout petit peu cette parasternale grand axe. monsieur s'accélère.
donc qui nous montre quand même une vraie asymétrie entre une paroi antéroseptale qui s'épaissit, qui se contracte, et une paroi inférolatérale, hormis peut-être la partie immédiatement basale, qui ressemble à une paroi akinétique, avec vous voyez, les feuillets de la mitrale qui sont pour l'instant dans cette incidence, tous les deux un peu restrictifs, avec une coaptation qui se fait un peu en bout de valve. Hein. Il y a peu de surface de coaptation, mais il y en a quand même. Et donc, on peut déjà essayer d'avoir un anneau. Et alors, sur cette valve qui n'est pas beaucoup dépliée. Et puis, juste une petite remarque, c'est que c'était une IM grade 2 à la base. Ouais. Et quand elle a fait l'écho d'effort, c'était aggravé en 3 à 4 avec une augmentation de la pression de la PAPEX. Ok, très bien. Donc, on a un VG qui, compte tenu du gabarit du patient, n'est pas extrêmement dilaté. Et vous voyez que sur ce petit axe, hein, on a très nettement une paroi antéroseptale, antérieure, antérolatérale, et on commence à avoir une akinésie qui intéresse à la fois la paroi inférieure et la paroi inférolatérale. Donc, on va prendre... Alors, et on va essayer d'avoir donc rapidement un profil dans l'infundibulum. Là, c'est pas là, c'est rapide, très rapide, 19. On va regarder côté de la tricuspide. Vous voyez qu'on a, les patients sont bien traités hein, en termes. Là, on a vraiment, ils ont fait exprès pour qu'on ne sorte pas tité, hein, pas gentil ça. Hein. Alors, on en a une toute petite. Alors, tournez un petit peu plus, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Alors, on arrive pour l'instant à voir que des choses, vous voyez, proto-systoliques pas belles. Hein. Donc, rien qui soit raisonnablement mesurable et non avec un risque vraiment de faire une erreur. Donc, on va, sur ces feuillets un petit peu restrictifs, regarder ce que ça nous dit par ici. Vous voyez ici en couleur quelque chose qui n'est pas très directionnel, hein, ce qui nous va bien parce qu'on a un comportement des deux feuillets qui ont l'air quand même un petit peu restrictif. Et donc, on va se mettre ici en petit axe. Et avec une naissance probablement sur la partie moyenne. Hein. On peut raisonnablement se dire peut-être un petit peu plus vers la commissure antérieure, mais là, vraiment, on est... Alors, on va descendre un petit peu, excusez-moi. On va aller voir paroi apicale, quitte à revenir après. Là, au repos, hein, c'est sur les éléments qu'on peut enregistrer pour l'instant, des choses pas l'air très sévères sur l'IM. Il y a un élément qui est... Pour faire apparaître une zone de convergence, vous voyez, il faut déjà qu'on descende assez bas en termes de vitesse. La gazing, et en général, est un signe indirect. Pensez que sur quelque chose qui ressemble à une bicommissurale, vraiment des petits signaux, vous voyez, des choses ici qui sont vraiment petites, très aplaties.
Donc, des éléments indirects vraiment en faveur du miel qui n'est pas sévère et qui serait plutôt modéré. On va continuer à des restes et opérations. Vous voyez cette paroi inférieure qui est complètement akinétique. C'est un cas que Voilà. Avec un tiers basal inféroseptal qui est également qui va dans le même moule. Alors, je vais faire moi à la main. Pas parce que je fais à la main qu'il faut faire à la main. Là. Stop. Ok, donc ici, je vais au pied du QRS. J'avais pris pas mal, autant que je m'en sers. Je suis peut-être légèrement supra-applical, c'est possible. Très facile quand même. Essayez d'inspirer, même monsieur. Ok, merci. Respirez. Ah, ouf. Oui, ça ressemble vraiment furieusement à une coronaire droite. Ça a très peu de chance d'être une circonflexe. Ok, 56% en biplan. Alors, on va essayer ici. Donc, encore une fois, une IEM pour moi qui est assez négligeable. Alors, là, vous voyez des choses. Alors, si je vais très vite avec vous, visuellement, alors plusieurs choses. Une onda, vous voyez qu'il n'y a pas de place. Elle est un peu. Donc, on est dans des ambiances déjà où la durée de l'onda est quand même assez petite. On ne serait pas totalement surpris d'avoir une onda pulmonaire un peu là. C'est pas sûr. Et puis, je vais dans le même temps prendre au minimum l'un d'eux. Pour moi, le flux restrictif, il est restrictif. Pourquoi il est restrictif? Parce que vous avez un temps de décélération qui est court. Mais encore une fois, sans dysfonction majeure du VG, c'est jamais très simple. Mais il y a un... Alors, j'ai pas pris un temps de décélération. C'est mauvaise. Et je vois pas. Faut que j'aille dans le générique peut-être, ou dans... Peut-être ça, non? C'est ça, Voilà. Ok. Donc, il n'est pas si court que ça, vous voyez. Il n'est pas si court que ça. Alors, un 80, c'est vraiment la limite de certains papiers pour parler d'un flux restrictif. Donc, ça, attention, vous arc-boutez pas sur 150 millisecondes. Il y a des papiers, selon les pathologies, où la définition varie de 120 à 180 millisecondes. Donc, évidemment, on ne va pas aller s'intéresser à E' côté septal, mais on peut raisonnablement essayer de voir ce que ça donne au latéral.
avec peut-être un peu de stabilité sur ces 2 cycles. Moi, ce que j'aime bien sur cet appareil, c'est que non seulement on mesure, mais vous voyez en même temps l'horizontale vous dit tiens, j'ai fait une espèce de moyenne sur 2 cycles, à peu près. Donc, je suis autour de 8 sur la paroi latérale, ce qui me fait un rapport E sur E' qui est donc de 70/8, qui est donc assez bas. Okay, donc, on a sur ce critère E sur E', pas d'argument, il pousse. D'accord. Alors, ensuite, on va avoir une oreillette gauche qui n'atteint pas des volumes considérables, je pense, un petit peu dilatée, qui n'atteint pas des volumes à l'évidence importante, qu'on ait dilatation raisonnablement modeste de l'oreillette gauche, d'accord. Alors là, moi, je suis honnête avec vous, je la fais très rarement en biplan parce que ça me donne jamais des choses supplémentaires. Donc, on n'a pas quitté. Maintenant, je vais aller vraiment aller voir la veine pulmonaire. On a l'impression que ça pourrait être compatible au minimum avec... on va essayer. Essaye de dégager le flux en couleur. Et donc, on va essayer de se mettre dans le flux. Là, tiroir mis palliation. Encore une fois, donc on a une onde diastolique qui est quand même très importante et une onda qui est en tout cas visible ici. Même prendre son temps, être prudent, et on va dire que première intention, on est quelque part comme ça. On prend un stock et on essaye d'enregistrer d'abord autre chose. J'essaye de me changer, de revoir en couleur. Je suis voilà. Alors, vous voyez qu'ici, on a quand même, si on prend notre temps, là, vous voyez, on a cette onde pulmonaire, cette onde rétro, que vraiment, j'essaye de ne pas exagérer. Je vais mettre ici, je viens jusque-là, d'accord. Et 137, et quand je regarde, j'avais une onde mitrale qui était beaucoup plus courte, d'accord. Vous avez 106 vers 137. Vous avez une onde pulmonaire qui est plus large que l'onde mitrale, sans par ailleurs de signe d'élévation de la POG. Ça peut s'appeler comment ça? Ça peut s'appeler une élévation isolée de la PTD-VG, d'accord? Puisque vous avez un paramètre en télédiastole, donc au moment de la systole auriculaire, on est en pleine PTD-VG, et monsieur, on a envie de dire qu'il y a au minimum une élévation de la PTD-VG, et c'est des patients qui, à l'effort, vont pouvoir évidemment s'essouffler, et je ne serais pas étonné que l'augmentation, la dyspnée et l'augmentation des pressions pulmonaires puissent être liées aussi à l'élévation des pressions de remplissage. Donc là, il y a un vrai intérêt à revoir cet IM aussi à l'écho d'effort. C'est-à-dire, est-ce que l'écho d'effort va montrer que l'IM se majore? Voilà. Alors oui, mais la STAP, elle peut être expliquée par l'élévation des pressions de remplissage, indépendamment. Voilà. Donc c'est parce que cette IM là, aujourd'hui, au moment où on se parle, elle est. Franchement, je la trouve. On va aller la chercher ailleurs, mais je la trouve pas. Là, vous avez vu, c'est vraiment une fuite qui est petite. Qu'est-ce qu'il a comme BLK? Est-ce qu'il y a des choses petite, cette IM. Elle a aujourd'hui, maintenant,
petit IM. Alors, on va aller voir la volémie. Hein, et puis, je vais essayer de... Vraiment, sur l'IK, j'ai des spectres qui ne sont pas beaux. Voilà, on nous donne des patients optimisés. Hein. Et inspirez, monsieur. Là, un petit VD, soufflez tranquillement. Vraiment, on a vraiment une volémie basse. Bah oui, voilà, on a une volémie basse et vous avez vu que cette volémie basse, elle a probablement permis d'obtenir une régression de l'IM par rapport à ce qui a été, observé antérieurement. Ouais. Moi, c'est pas, voilà. S'il faut vous donner un sentiment, pour moi, ce patient a avant tout une élévation des pressions de remplissage raisonnable au repos, et c'est des patients qui, typiquement à l'effort, ont majoré leur élévation des pressions de remplissage. Ça peut être l'explication à la PAP qui monte à l'effort. Si maintenant, on voit de façon caricaturale une IM se majorer à l'effort, c'est intéressant de le refaire parce que là, vraiment, l'IM est quasi négligeable. Là, le patient est bien traité, bien optimisé. Hein. Mais il y a un esprit. Ouais. Et que le patient est très beau. Oui. Oui. Des PTDV. Oui. 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 Alors, quand tu vas traiter justement. Ben non, mais pour moi, je pense qu'il est optimisé. Il faut voir. Oui. Mais attends, pour l'instant, il a été testé une première fois avec manifestement une IM qui était non nulle. Alors, tout peut se voir, mais j'ai envie de dire qu'avec ce que je vois là au repos, on voit tout dans la vie. Mais j'ai un peu de mal à adhérer à ce qu'au cours de l'effort va apparaître une IM importante. D'accord. Qu'au départ, il y avait des bruits. Et avec une ischémie quelque part ou pas? Est-ce que ça peut être ça? Est-ce qu'il y a eu une majoration de l'ischémie? Est-ce qu'il y a eu... D'accord. Et vous, monsieur, vous êtes essoufflé quand vous faites un effort? Alors, en ce moment, le monsieur me dit qu'en ce moment, à l'effort, il n'est pas essoufflé. C'est quand même une bonne nouvelle parce que il s'agit de ça. Hein. Notre objectif, c'est que ce monsieur, dans sa vie de tous les jours, ne soit pas gêné. Après, ça veut dire que c'est des patients qu'il faut surveiller de plus près. Il faut surveiller la réapparition de l'IM. Donc, on verra peut-être un peu plus souvent façon corona. Absolument d'accord. Absolument d'accord. La dilatation de la dos, les pressions pulmonaires. Là, C'est-à-dire qu'il ne fait pas intervenir maintenant. Mais que quand même, il a les conditions anatomiques et hémostatiques sont abominés. Vous voyez, là, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez donc, on a une onde d'esprit qui est jolie, et on a vraiment un temps de relaxation ici, qui est tout petit. Alors, évidemment, ce n'est pas absolu, mais j'ai pas typé, j'ai une unité qui est moche, donc j'ai un temps de relaxation qui est court, qui est un petit argument indirect en faveur de pressions pulmonaires qui ne sont pas. OK? On fait avec ce qu'on a. Alors, je veux bien essayer de sortir une unité, mais j'ai vraiment... Alors, on a un spectre, hein, mais... Ben oui, qui est positif. Voilà. J'essaye encore un tout petit peu et on laisse ce monsieur tranquille. Mais les nouvelles sont plutôt bonnes et il se trouve que donc cliniquement, le monsieur vient de me dire que, encore une fois, à l'effort, en ce moment, il va bien. Je ne me trompe pas, monsieur? Bon, tombez sur la PAP. Est-ce que vous vouliez voir quelque chose de particulier? Donc on a, si on résume, sans dysfonction globale majeure, une séquelle vraiment inférieure, évoque évidemment une coronaire droite. On a aujourd'hui une IM qui est petite. On a aujourd'hui des arguments pour une élévation isolée des pressions télédiastoliques du ventricule gauche, avec par ailleurs, ce que je n'ai pas du tout évalué,
c'est bien traité. voilà. Et vous voyez, cette ITV aortique, ah, évidemment, il faut faire mieux que ce que je fais, ça suffit pas, mais voilà. Dans le cas d'IM qui sont importantes, on a 18 d'ITV dans cette aortique pour un anneau et de la sigmoïde voilà, hein. Donc on a 23-18, ça s'appelle un débit qui va être normal. D'accord? OK? Et après, si tu veux réinsister encore une fois sur ce qui est POG, sur ce qui est PTDVG, C'est très facile. Quand vous regardez les recommandations, si vous faites attention, vous verrez qu'à la fin de l'algorithme, c'est POG. La POG, ça ne résume pas la totalité des pressions de remplissage. Dans le papier des recommandations, et si vous lisez le texte, il est très bien fait. Dans le texte, il vous explique que le niveau 1 d'élévation des pressions de remplissage, c'est très souvent une élévation isolée de la pression TD diastolique du ventricule gauche. Très bien, moi je dis chapeau. Dans le même temps, on sort la veine pulmonaire des recommandations. La veine pulmonaire est le seul paramètre qui peut approcher cette PTDVG. Là, je le dis moins bravo, je dis tiens, il y a un certain niveau de contradiction. Donc le message, vous mesurez la POG. Si la POG est haute, le problème est réglé. Si la POG vous paraît normale sur les 3 critères, taille de l'oreillette gauche, IT, rapport au surprime, et que votre patient vous dit « je suis essoufflé », etc., vous essayez d'avoir la veine pulmonaire et la comparaison des durées. Vous pourrez arriver, évidemment, on n'a pas fait le KT, mais au moins une suspicion d'élévation de la PTDVG. Cette élévation isolée de la PTDVG, dans mon expérience, on la voit dans 2 situations. Comme par hasard, la cardiopathie ischémique stable, et deuxièmement, dans la sténose aortique. Dans la sténose aortique, c'est ultra courant. Vous avez une élévation isolée de la PTDVG. C'est des gens, vous les mettez sur un vélo, sans symptomatique, ils deviennent essoufflés et les pressions pulmonaires montent. Voilà. Oui, Parce que je pense qu'on part du principe qu'il faut nous infantiliser, qu'il faut nous tirer vers le bas et qu'il faut qu'on en fasse caricatural, parce que je pense que y a cette volonté de dire qu'il vaut mieux que les gens adhèrent à un programme minimum plutôt qu'ils adhèrent à un programme ambitieux. Et nous, on est ici avec des gens qui travaillent, il y a le soleil dehors, il est 18h15, ils sont à l'intérieur, ils ne sont pas à la plage. Donc le minimum, c'est qu'ils sont ambitieux. On leur donne des paramètres ambitieux. Je dis voilà. C'est une patiente de 69 ans, hypertendue, qui rapporte une dyspnée stade 2, avec à l'écho une dilatation importante des cavités droites avec fuite tricuspide massive, fonction VD conservée et une IM modérée à moyenne, allure dégénérative, dilatation modérée du VG, avec oreillette gauche dilatée, fonction systolique du VG et HTAP sévère. Un petit peu, chez cette patiente. Donc, la première chose qui nous a frappé quand on a fait la parasternale, parce que je me mesure et puis je me donne une réponse, la dilatation extrême des cavités droites. Parce que quand on regarde ici, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette grosse cavité droite? Vient nous barrer le passage, que c'est un anévrisme géant de l'aorte, donc c'est l'oreillette droite. Donc ça, c'est quand même la première chose qui est frappante chez cette dame. Voilà, la dilatation de l'oreillette droite. Donc, on essaie de faire les choses dans l'ordre. Donc, quand on a affaire à une cardiopathie d'allure droite, on va quand même regarder d'abord les valves de gauche. Et effectivement, elle semble avoir une atteinte restrictive de la valve mitrale. Pour l'instant, sur ce que j'ai pu mesurer, peu sténosante, était déjà libre. Juste en observant le mouvement de la valve, on a l'impression que la restriction d'ouverture, elle est modérée. Ça a été confirmé par la mesure de la surface, avec peu de calcification, un petit nodule calcaire ici postérieur, mais c'est tout. Et par contre, quand on met la couleur, une fuite qui paraît significative, ou en tout cas qui va mériter notre attention avant de s'attacher à étudier la sévérité de sa cardiopathie droite.
Et ben, c'est le même principe, hein, on n'a eu que des jets postérieurs aujourd'hui, c'est bien. On va quand même regarder quelle est son étendue, voir si la géométrie n'est pas trop elliptique et est-ce qu'on peut se servir de zone de convergence comme paramètre de sévérité. Donc, elle paraît quand même assez circulaire, mais quand même étendue d'une commissure à l'autre. Donc probablement que la zone de convergence va sous-estimer la sévérité de cette IM. Et alors, bon, elle est au milieu de la vallée. C'est pas l'impression d'avoir une veine. On va avoir, à mon avis, une zone de convergence un peu aplatie, comme un petit haricot, c'est-à-dire très large d'une commissure à l'autre, mais peu haute, avec un rayon du coup qui ne sera pas très, très élevé et qui ne sera pas forcément représentatif de la sévérité de sa validité. Vous voyez qu'elle est là, elle est complètement aplatie en fait. Ah, moi, je ne mesurerais pas de zone de convergence. Mais c'est vrai que visuellement, quand on la regarde dans son grand axe, enfin quand on la regarde en face, elle est vraiment très étendue, à la fois dans les indentations, au centre de la valve. Donc on a la fuite pas forcément dans le même plan, hein. Là, je remonte un peu vers l'épaule droite. Là, j'ai plutôt les fuites dans les commissures et dans les indentations. Et quand je continue de péquer vers le pied gauche, là, j'ai plutôt la fuite centrale. Ça, c'est lié au fait que la valve est restrictive et donc du coup, elle a une anatomie en tente, hein. Donc forcément, l'ensemble de la fuite n'est pas visible dans le même plan. Le fait qu'il paraît visuellement étendu, une zone de convergence qui, à mon avis, va être sous-estimée, donc je sais pas. Un ventricule, des cavités droites qui sont très dilatées, avec un aplatissement du septum interventriculaire et cavité gauche qui semble par comparaison de cavité droite, pas de valvulopathie aortique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans cette incidence? On peut passer sur le cœur droit. Bon, axe transversal, un ventricule droit qui paraît dilaté. Donc, on va aller voir la voie pulmonaire. Buzz. Une fuite pulmonaire. Hop, je me note. Je vais la en entier. Bon, est-ce qu'il y a la diastolique qui pourrait être due à une dysfonction diastolique du ventricule droit, ce qui est très possible. Quand on voit le flanc oculaire, on s'attendrait à avoir une belle enveloppe de l'IP et au fait, on a pas grand-chose. Et gauche. Alors, soit elle est en grand bas débit, avec on est bien placé, on ne peut pas perdre. Voilà, plein d'éjection pulmonaire. Pause, alors bon, on m'a dit qu'elle a baigné qu'est-ce qu'elle fait. Bien, mec, c'est vraiment pas grand-chose, là. 34 8 ITV modèle. Votre pulmonaire qui est dilaté. Septum interatrial. Dilatation très importante des qualités de boîte. On va aller voir la longue axe VD. Donc là, tout de suite, la première chose qu'on voit dans la longue axe VD, c'est la béance tricuspide, avec un gap de coaptation qui est majeur, qui est probablement d'au moins 2 cm. Et des feuillets qui semblent, notamment le feuillet postérieur, très court. C'est intéressant de le mesurer, par exemple. C'était drôle, hein. Oui, c'est intéressant pour le clip tricuspide. Mais
Mais le clip tricuspide n'est pas une technique, à mon avis, d'avenir, parce que pour l'instant, il pallie seulement à l'absence de valves percutanées tricuspides. Donc les valves percutanées tricuspides arriveront, le clip tricuspide va probablement disparaître parce que les critères de sélection sont beaucoup trop difficiles. La visibilité, le guidage de la procédure est beaucoup trop complexe. C'est une technique qui s'adresse à personne, pas une technique d'avenir. Donc on a fait sur des IT principalement atriales, pures, pas le cas de cette dame. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait d'effet de coaptation. Alors, c'est soi-disant 8 mm à la limite, mais en pratique, vous avez un cap de coaptation, ça ne va pas marcher. Vous allez réussir à mettre des clips, mais ça ne va pas améliorer les gens. Donc là, on a un vrai gap. Alors, la mesure du gap, il faudrait la faire dans des coupes transversales, en étant sûr de feuillet à feuillet, etc. Donc, on ne va pas tarder là-dessus parce que Il y a un défaut de quoi. voilà, là, il y a un défaut de coaptation majeur. Voilà, qui fait plus de 2 cm visuellement. Là, vous voyez que vous avez plus de petites. Vous avez quasiment 3 graduations de l'autre côté, là, 2,5. Voilà, avec des feuillets. Alors, c'est la valve tricuspide, comme la valve mitrale, la valve aortique, il faut regarder les tissus. Là, manifestement, ça, c'est le feuillet postérieur, à gauche. Il est microscopique, et 11 mm. Il est microscopique, et il est complètement immobile. C'est-à-dire qu'il ne se ferme pas, il reste en position ouverte. Voilà, celui d'en face n'est pas faillant non plus. Et donc, on a l'impression quand même qu'il y a une disproportion entre la sévérité d'une valvulopathie mitrale qui a l'air significative, mais qui n'a pas l'air massive, et une valvulopathie tricuspide qui paraît probablement authentiquement organique, avec certes une dilatation de l'OD, mais des lésions valvulaires de restriction à la fois valvulaire et sous-valvulaire. Donc, elle a les 3 composantes. Elle a la dilatation BD, la dilatation OD et les anomalies valvulaires tricuspides. Donc là, Il n'y a pas l'aspect carcinoïde des battes. moi je trouve pas, mais après c'est pas très spécifique non plus. Un carcinoïde, il faudrait qu'elle soit épaissie surtout au niveau de leur bord libre. Là, on a l'impression qu'elle reste quand même assez fine. Mais bon, c'est pas, voilà, on peut se tromper, surtout qu'on les voit tardivement parfois dans leur histoire. Donc là, quand on met la couleur, évidemment, on n'est pas surpris. Là, c'est plus que torrentiel. En fait, elle a plus de valve, donc elle a une égalisation des pressions au DVD. Elle a une valve qui remplit plus du tout sa fonction de continence en systole. Donc tout s'égalise. On n'a même pas besoin de faire varier la zone de la ligne de base pour avoir une zone de convergence. De toute façon, ce sera fausse. Vous avez une fuite qui est étendue tout le long de la ligne de coaptation de la valve tricuspide. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun feuillet qui... Vous allez peut-être mesurer par contre la vena contracta dans 2 plans perpendiculaires éventuellement. Bon, c'est pour documenter votre diagnostic visuel. Là, vous avez trop de... Peut-être on peut estimer, mais c'est un largeur de fuite qui est vraiment énorme. Donc là, si vous tirez un Doppler pulsé en Doppler continu, vous attendez évidemment à avoir une fuite laminaire, puisque vous n'avez plus de valve, d'orifice béant en permanence. Donc vous avez en Doppler pulsé un flux laminaire, comme un flux d'éjection sous-aortique ou sous-pulmonaire, et un Doppler continu, un jet qui est triangulaire et qui signe l'ité mastique. Et qui donc, du coup, ne sera pas le reflet des pressions pulmonaires. Ce qu'elle dit là, qu'est-ce qui te plaît, c'est majeur, ce qu'elle vous dit, et citer loin 2 bêtes par seconde, invariablement, après la baisse. Ça. On a mis. Bon. Exactement. Proposé, c'est Et en pratique, c'est souvent quand même le caté droit qui va nous aider. Bon, là, je pourrais nous faire des zones de convergence, mais en pratique, ça n'a pas d'intérêt. Elle est complètement aplatie et elle n'est pas du tout de galette d'asténie. à partir du moment où il était laminaire, on sait qu'elle est mettre. Exactement. Essayez quand même de retourner voir la voie pulmonaire. Les forces pulmonaires, merci. On va essayer d'avoir une IP. Alors, une IP, elle aura forcément un profil d'adastrie. Alors, ce qui est un peu discordant, c'est que sur l'IP, on n'a pas d'HTAP, mais on a quand même un flux d'éjection qui est un peu rapide, un temps de montée qui est un petit peu rapide. Bon, après, qui est hautement variable. Vous voyez que là, vous voyez qu'elle est tellement dilatée qu'en petit axe, on a presque une vue gastrique en face de la valve tricuspide. Ça, en fait, c'est sa valve tricuspide vue en face, avec tout l'orifice de béance. Et
Donc elle est vraiment complètement, voilà. Et yes, mais Là, on a l'impression que c'est disproportionné quand même. Et que surtout, il y a des lésions valvulaires. Je pense que tout le monde est convaincu qu'elle est sévère. c'est what you did. Parce que je la trouve vraiment disproportionnée. Alors, il faut que je retourne voir l'IM, hein, ça c'est certain. Mais je la trouve disproportionnée et je trouve surtout que la valve est malade. Et on est d'accord avec Christelle. Elle est d'accord avec. Ça bien dit, et que cette est présent. Et que, voilà, comme elle a expliqué. C'est ça. Après, si effectivement il y a une indication chirurgicale qui est portée sur l'IT, il faut quand même étudier comme possibilité parce qu'elle a une indication de remplacement valvulaire tricuspide en fait. Hein. Si elle a un bilan hépatique correct, en étant bien déplétée, une fonction rénale correcte, etc. Et que, alors le tri-score, on peut en parler, hein, mais en gros, c'est quand même un score de bon sens. C'est évident que quelqu'un qui a 250 mg de Lasix, des types de cirrhose, une insuffisance rénale, la mortalité périnopératoire, elle est plus importante. Ça, c'est évident. Tri-score ou pas tri-score, ça reste des scores de bon sens. Il faudra peut-être faire la mitrale quand même, pour le père de la tricuspide. Oui, bah oui. Ça risque de pas être... on a même problème avec l'IME qu'avec l'été, hein, c'est qu'elle est un peu aplatie. Bah du coup, oui, je pense que vous pourrez facilement passer un phénomène. Ouais. Enfin, regardez, hein, je pense qu'elle a un petit peu d'acide, la dame. Elle a probablement un petit peu d'acide. Bah voilà, ça c'est... Voilà, il y a une... Voilà. Ouais. Bon là, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat hein, sur la dilatation de la veine cave. Alors, on a quand même un boxer. On tolère une petite insuffisance rénale fonctionnelle et un peu le prix à payer pour maintenir les gens dès que possible. Ah non. Après, c'est sûr qu'il faudra réévaluer la fonction droite, notamment avec une voléno peut-être un peu optimale. Parce que là, on va faire... les paramètres longitudinaux, à mon avis, ne sont pas catastrophiques. Encore qu'ils devraient être artificiellement augmentés avec une unité aussi sévère. Et puis la fonction globale n'a pas l'air catastrophique non plus.